souvenez-vous, à la présidentielle, le nombre de fonctionnaires qui devaient disparaître. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on se batte pour ça. Et je tenais à dire quand même que nous sommes élus, mais je ne me mets pas dans le même panier que certains élus qui siègent plus haut. Voilà. Merci. Merci. Alors, madame. Merci, monsieur le maire. Oui, je voulais revenir un peu sur... voilà, on nous parle d'investissement, hein, on nous dit, évidemment, ce que vous nous avez dit, monsieur Selbron, qu'effectivement, on a 1 milliard de déficit. C'est dû à quoi? À tous les investissements qui ont été faits, des travaux ou de choses comme ça par l'hôpital, et qu'on essaie de payer avec ce qu'on a réussi à récupérer dans la T2A. T2A, je sais plus, je me mélange tout, les pinceaux, c'est pas grave. Ceci dit, bon, il y a un moment, quand moi j'ai appris que voilà, c'était les hôpitaux qui payaient, bah moi je suis tombée sur le cul, hein, et bah, j'ai demandé aux gens à côté de moi, et je leur ai dit, à ton avis, qui c'est qui paye les travaux? Ah, tout le monde répond, bah, il doit y avoir la Sécu, la région, le département, peut-être la ville. Ah bah non, il n'y a que l'hôpital. Ah bon? Voilà. Alors, si on est dans les propositions à faire, c'est qu'effectivement, hein, quand au niveau du collectif on demande de l'argent, c'est déjà pour financer tous ces investissements qui ont eu besoin. Et quand on voit quand même l'état de l'hôpital, je crois qu'il y a besoin encore d'investissement. Donc, mais il faut déjà combler ces déficits qui sont là. Et puis 1 milliard, c'est rien par rapport à ce qu'on a donné au CICE. C'est 1/5 de l'ISF. Bon, voilà, hein, ça fait beaucoup d'argent pour nous. Ça le fait beaucoup moins pour certains. Donc je pense qu'il faut effectivement se battre, qu'effectivement il y ait des aides qui soient données à réfléchir comment, pour qu'effectivement on puisse le faire, et qu'on passe pas effectivement au public privé, parce qu'effectivement partout c'est la merde. Excusez-moi de dire ça, et ça coûte un pognon de dingue. Ça on peut le dire. Hein, deuxième chose, on parlait du problème de la santé dans les villes. C'est vrai aussi que c'est... bon, moi j'étais directrice du centre de santé de Trappes, hein, maintenant je suis à la retraite. C'est vrai que ça permet d'accueillir... Alors on a des médecins qui sont salariés, on sait que c'est la demande aussi d'un certain nombre de médecins, hein, qui ne souhaitent pas rentrer dans le libéral, mais qui veulent rentrer dans le salariat. Ça permet d'avoir donc du tiers payant, ça permet d'avoir des tarifs qui sont de secteur 1, et ça, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, et d'avoir différentes spécialités, hein, à avoir après. Et je pense que c'est, et puis d'avoir des infirmières, un certain nombre de choses. Alors je pense qu'effectivement, peut-être que la mairie de Rambouillet peut se poser la question, elle peut se poser peut-être la question en intercommunal, je sais pas, hein, je lance des pistes, hein, puisqu'on nous dit... On a fait une proposition de maison de santé, juste du tac au tac, effectivement au début de la mandature, on est un certain nombre d'élus à avoir fait une proposition à l'exécutif de Rambouillet d'installation d'une maison de santé à Rambouillet, parce que ça nous semblait extrêmement important, et puis qu'un certain nombre de jeunes médecins nous disaient, bah oui, moi je peux être intéressé par le salariat, hein, ça a été évoqué, effectivement, c'est une situation sécurisante, prévisible, et ça correspond aux besoins de la population. Et la réponse qui nous a été faite, c'est non, la médecine de ville est un secteur libéral et concurrentiel, on ne peut pas s'immiscer là-dedans. Peut-être. Ça, il y a des tas de villes qui ont réussi. Oui, non, alors, autre chose, il y a une différence entre la maison de santé et le centre de santé. Une maison de santé, c'est un regroupement de médecins libéraux. Bon, un centre de santé, c'est du salariat. Bah, je le dis parce que c'est... voilà. Après, ça n'empêche pas qu'à un moment, il y ait une volonté politique, excusez-moi de dire ça, d'avoir un centre de santé, et on n'empêche pas... Et puis, il y a tellement de monde, ça désengorgera un petit peu les urgences, ça permettra à des gens d'être pouvoir soigner plus tôt, hein, je pense que c'est important. Après on parlait de la maternité, hein, et c'est important parce que maintenant, voilà, on apprend, on lit des reportages, on lit des choses comme ça. Quand même, il faut savoir qu'il y a 2 siècles, l'espérance de vie des femmes, elles étaient bien moins importantes que celle des hommes. Pourquoi? Parce qu'elles mouraient dans les accouchements. La mortalité infantile était énorme
par rapport à l'accouchement et aux jeunes. Il ne faut jamais oublier ça. On ne va pas revenir en arrière. On ne peut pas avoir un pays qui nous dit qu'il faut avoir des enfants, etc., et qui nous dit « Oh, ben la natalité baisse ». Bah oui, mais sauf que si je dois faire 30 km, peut-être devoir avoir les pompiers ou je ne sais qui va m'accoucher en route. Non, mais attendez, on revient complètement à la masse. C'est pas possible, ça. Hein, et ça, c'est pas possible pour les femmes. Encore une fois, excusez-moi de le dire, mais je me sens un petit peu encore bien emmerdée. Bon, alors après, bon, donc on entend dire que les pompiers, maintenant, on leur apprend à faire quelques trucs d'accouchement, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit que les maternités, quand il y a moins de temps d'accouchement, c'est dangereux. Et ça sera mieux quand ça sera les pompiers ou un service d'urgence où il n'y a personne qui sait le faire. Non, mais on nous prend pour qui? Pour des cons? Excusez-moi, mais franchement. Bon, alors après, dernière chose, parce que, bon, je fais partie du collectif et puis, je fais des finances, parce que il en faut bien, Voilà, et puis, je vous dis, on a laissé une petite boîte, parce que, on remercie la mairie de Rambouillet de nous avoir donné gracieusement la salle, faut savoir le dire. Mais c'est vrai aussi qu'il faut un peu de sous qui rentrent parce que les tracts, tout ça et tout, on les paye. Voilà, merci beaucoup. Merci madame. Petite réaction. Je voulais simplement, pour rebondir, David a commencé tout à l'heure, mais bon, je voulais terminer. La communauté d'agglomération n'a pas la compétence. Mais on a lancé une étude, il y a une étude qui a été lancée justement pour les déserts médicaux qu'il peut y avoir chez nous. Donc on réfléchit à tout ce qui pourrait être mis en place. Et là, c'est quelque chose qui va démarrer bientôt. Voilà. Et je voulais juste dire aussi quand même que le service public, il doit être déficitaire. Parce que s'il est déficitaire, c'est que vous faites quelque chose. Merci. Alors, il y a maintenant M. Alain Poulet, qui est animateur du réseau des Colibris sur Rambouillet. Voilà. Important qu'il s'exprime. Oui, bonjour, les Colibris, ça n'a rien à voir avec... Bien sûr, non, mais c'était histoire de présenter. Ok, d'accord, merci. Non, ça va recouper un peu ce qu'avait dit madame. Effectivement, je suis d'accord qu'il faut, et aussi ce qu'avait dit monsieur Dominique, qu'il faut aller chercher les moyens, et sinon on va tourner en rond. Et les moyens, donc on sait qu'ils existent, puisqu'ils ont été soulevés tout à l'heure, c'est l'arrêt de la coûteuse politique d'aide aux plus aisés, l'arrêt de l'ISF, le CICE, la non-recherche d'arrêt de la fraude fiscale, etc. Et là, c'est un point. Par contre, ce que je voulais dire, effectivement, et ça recoupe un peu, c'est que par rapport au service des urgences, c'est une proposition et aussi une question. Est-ce que, pour désengorger les urgences sur Rambouillet, effectivement, la maison, c'est de mettre... La maison médicale, c'est différent. La maison médicale, c'est les médecins de secteur 1 et 2. Et il y a du dépassement, tout ça. C'est simplement un abri de médecins. La maison médicale, elle a un projet médical et il n'y a pas d'espacement, il y a le tiers payant. Et je pense que ça serait peut-être intéressant, parce que le centre de santé, c'est déjà un plus gros complexe. Et alors, peut-être c'est c'est pas forcément très grand. Mais la maison médicale, c'est déjà plus petit et il y a un beau projet déjà. Alors est-ce que ça pourrait, en étant à côté des urgences, justement, donner une solution au désert médical sur Rambouillet et aussi aux urgences? Voilà. Merci. Alors, j'ai monsieur juste à côté de moi qui voulait également intervenir depuis tout à l'heure. Oui, il y a plusieurs points. Vous m'arrêtez si on a trop. L'exemple de ces maisons médicales ou autres, j'ai vu l'expérience en Bretagne, à Lannion, où j'ai dû emmener ma petite fille en urgence. Eh bien, dans l'hôpital, il y avait un bureau avec un médecin qui n'était pas les urgences, mais c'était un médecin généraliste. Et lui, il a pu faire un examen de ma petite fille et qui n'a pas nécessité de l'amener aux urgences. Donc ça, c'est aussi une possibilité, puisqu'on est... Dans le cas de l'hôpital, c'est un bureau qui est dans un coin, un petit... Voilà. Alors moi, ce que je voulais intervenir plutôt, c'était sur le mélange des genres à l'hôpital, c'est-à-dire le public et le privé à l'hôpital. Où des médecins privés se font des trucs en or en utilisant le système de l'hôpital. Il y a l'exemple récent d'une infirmière, il manquait du personnel dans le service,
Et elle devait soigner le personnel, des fois aussi, soigner les médecins, décidément, soigner les malades de l'hôpital et soigner les malades du médecin en privé. Elle a dit non, moi j'ai pas le temps, je fais que les malades qui me sont attribués. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il y a des médecins qui utilisent les services de l'hôpital, personnel et autres, pour soigner leurs patients. Et eux, ils passent à la caisse, galing, boum. Hein, ça ressemble un petit peu aussi à l'hôpital de Trappes, où vous arrivez, il faut d'abord le carnet de chèques à la main. Voilà, monsieur, je viens, c'est combien? Alors voilà, j'ai... voilà, on paye le dépassement d'honoraires. Bon, c'est une chose. Ça, il faut finir. Ce qui n'empêche pas que les gens, le personnel à Trappes, ils ne sont pas toujours très, très contents. Hein. Il y a eu quelques petits problèmes. En ce qui concerne le micro, il va arriver tout doucement. Je parlerai de l'hôpital. L'hôpital, c'est santé. C'est médicaments. Donc, ça nous amène aussi à penser médicaments. Fabrication des médicaments. À l'heure actuelle, rupture de stock pour pratiquement 47% d'un certain nombre de médicaments, parce qu'on les vend ailleurs, parce que ça rapporte plus. Contrôle, on dit qu'en France, il y a beaucoup de contrôle, etc. Les gens, ils ont des... Vous savez, ils sont menottés, tous les gens. Hein. Donc, il y a trop de contrôle. Mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a des médicaments qui ne sont pas tellement contrôlés. Et les gens ont les conséquences. Je prendrais les prothèses PIP pour les femmes. Ça entraîne quoi, ça? Ça entraîne des catastrophes humaines et des catastrophes financières. Parce que ils l'ont dit, les fabricants, on ne va pas payer, nous. Hein. Les autres médicaments où les gens... qui c'est qui va payer? Ben, ils s'arrangent. La sécurité sociale va payer, un peu l'État, etc. Donc là, on est complètement dans des choses complètement aberrantes. Au niveau des qualités, je pense qu'il y a du personnel de qualité, ou en médecin, ou en infirmière, aide-soignant, etc., qui sont des gens absolument extraordinaires. Par contre, il y a des choses qui manquent à côté, c'est-à-dire des manques de coordination. J'ai un ami qui était à Mignot pour un cancer, une leucémie, et il passait aussi il a fait une greffe à Gustave Roussy. Les dossiers ne passaient pas de Gustave Roussy à Mignot, très difficilement. Il était dans une chambre stérile. Eh bien, dans la chambre stérile, il faut prendre des précautions. Hein. La personne qui vient ne voit pas le malade, etc. Ça a des gants. Eh bien, une femme de ménage, sans protection de cheveux, etc. Donc, ça veut dire qu'on prend du personnel à des sociétés, sans doute, qui ramassent un petit peu aussi au tiroir caisse, mais qui ne forment pas le personnel. Parce qu'une personne de l'hôpital, une infirmière, une femme de ménage qui a été formée ne rentrera pas dans une chambre stérile, les cheveux au vent, et puis, j'allais dire le mégot à la bouche, il ne faut pas y quand même non plus. Hein. Mais prendra des précautions. Ça veut dire, ça me fait penser un petit peu aussi aux centrales nucléaires. Avant, c'était les techniciens, les gens d'entretien de l'EDF qui étaient formés ou autres, qui assuraient l'entretien. Maintenant, on sous-traite ça à des gens. Et puis les gars, ils descendent tranquillement, la fleur au fusil, au fond des cuves, etc. Puis à un moment, il leur arrive des bricoles. Donc ça veut dire que la qualité baisse, et on va, pour faire un peu plus de pognon, on va donner ça à des gens qui ne forment pas leur personnel. Et ça, c'est dangereux. Les prothèses dont j'ai parlé, ça devient une catastrophe. Mais aussi, c'est une manne, ça, les prothèses. Hein. Parce que maintenant, on vous fout une prothèse, même si vous pouvez marcher, faire une infiltration ou autre, on fout une prothèse. C'est bon, ça, la prothèse. C'est pas un gros boulot, on ouvre, hop, top, c'est reparti. Et vous avez pour 30 ans. Ben alors, ça marche bien. Alors, le gros... je m'arrête parce que sinon, d'habitude, en réunion chez nous, on m'arrête parce que... Un autre gros problème qui va se produire d'ici peu de temps, c'est quand même, ça va être un gros coup, le 3e âge et la maladie d'Alzheimer. On parlait des plans depuis des années, le plan Alzheimer, et bien il n'y a rien qui avance. Et on va se retrouver de plus en plus de gens, et de plus en plus tôt, qui sont atteints de cette maladie. Et que faire? Parce que c'est pas que le malade qui est malade. Il y a aussi il y a le conjoint à côté qui est malade.
Et bien souvent, le conjoint, moi j'en ai vu pas mal, c'est le conjoint qui part bien souvent le premier. Alors ça, c'est des choses qu'il va falloir se... Ça va être des gros morceaux. Et d'autre part, il y avait autre chose là. Oui, j'ai l'habitude de parler plus fort. Bon, si, une chose. Et bien maintenant, puisqu'on a dit tout ce bien de l'hôpital, tout ce que l'on attend, la durée de vie, il y a un article dans Le Monde, c'était hier ou avant-hier, la durée de vie en bonne santé des Français est en train de baisser. Elle est en train de baisser. Alors c'est pas encore une grosse descente, mais ça commence à avoir des répercussions. Et maintenant, ce qu'il faut, on a des élus dans le coin, on a des gens qui se gargarisent, on a des gens qui vont faire des grands débats et qui sont en train d'orienter tout ça. Il faut qu'on les harcèle, comme on avait harcelé notre copine Berger. Il faut qu'on aille les harceler, là, surtout si il ne faut pas qu'on les laisse tranquilles. Il faut qu'on y aille en permanence maintenant. Merci. Alors, je vous rappelle, il nous reste une demi-heure à peu près pour échanger. Hein, donc, on va essayer de faire tourner. Si, je vais être très bref. J'ai entendu parler de privé. Je vais vous faire part de mon expérience. J'avais un problème chirurgical. J'étais en bascule entre Rambouillet et puis Chartres. J'ai choisi une clinique privée à Chartres parce que la date qui m'était proposée était plus avancée. J'ai probablement eu tort, mais l'expérience est intéressante, puisque ensuite le planning a été décalé, et puis lorsque j'ai été dans la clinique, il a été à nouveau décalé. Et in fine, comme dans ce processus, cette pagaille, effectivement, je peux vous dire c'était une usine, il n'y a pas eu de contrôle, etc. Donc la conclusion, c'est que j'ai été opéré avec succès d'un calcul que je n'avais plus. Et comment est-ce que je m'en suis endormi? C'est que vu ma morphologie, l'anesthésiste n'avait pas dû le doser suffisamment. J'étais encore au bloc et j'entends le praticien qui dit « Bon, alors le monsieur qu'on a opéré pour rien, on va le mettre là. » Et alors tenez-vous bien, c'est que ce praticien, qui n'était pas très fier de lui, n'est jamais venu me voir. Ma sortie a été faite par la secrétaire. Bon, derrière, il y a eu, compte tenu, vous savez que je suis dans le monde associatif classé de virulent, il y a eu une explication franche entre camarades avec le responsable régional de l'UFC Que Choisir. Nous avons une discussion passionnante. J'ai terminé sur ce point-là. Autrement, je fais partie des retraités qui ont été massacrés au niveau, avec en plus une désindexation. J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant, cette somme-là, de la restituer, mais de la restituer pour financer notre fin de vie. Et je reviendrai les thèmes qui ont été abordés, pas en parlant d'Alzheimer, maison de retraite. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Pas du tout. Merci. Alors, madame, avant, il y a une autre personne qui va intervenir. Moi, je voulais intervenir au niveau de un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour disons tenter de faire balancer la situation à notre niveau. Moi, je crois qu'il faut qu'on continue dans l'action, dans les luttes. Il faut savoir que sur tout le territoire français, on a décompté 1700 actions qui concernent la santé, c'est-à-dire les luttes contre des suppressions, des restructurations, etc. Ça, c'est en 2018. C'est quand même quelque chose d'énorme, et c'est aussi quelque chose d'assez particulier, parce que ce sont des actions qui, la plupart du temps, font agir des usagers, du personnel médical, des élus. Et dans le personnel médical, très souvent, on trouve rassemblés tous les personnels, c'est-à-dire aussi bien des infirmières, des gens du paramédical, des médecins, etc. Et ça, c'est quand même un aspect assez nouveau
dans les luttes, et je crois que c'est aussi très spécifique à cette question sur la santé. Et c'est très fort. Et moi, personnellement, je suis persuadée que s'il n'y avait pas ce niveau d'action dans tout le pays, sur tout le territoire, eh ben, je ne sais pas où on en serait là aujourd'hui. Je pense que même si on voit que les choses se dégradent et qu'on a beaucoup de mal, je pense que ça contribue quand même à freiner les ardeurs de certains. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça bouge aussi un petit peu ailleurs, y compris au niveau des parlementaires. Il y a eu les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen écologiste qui ont fait un tour de France des hôpitaux en 2017 ou 2018, enfin ou tout 2018, ça a déjà été dit, et ils ont fait une proposition de loi pour un moratoire sur les fermetures de services d'établissement et de santé sur leur regroupement, et que ce moratoire permette de prendre le temps d'une élaboration démocratique de l'évaluation des projets médicaux. Et démocratique, c'est-à-dire pas un machin sur ordonnance qui va être décidé d'en haut, mais qui associe l'ensemble des personnes concernées, qui sont les usagers au travers de leurs associations d'usagers, les syndicats des personnels, les élus, les citoyens. Et ces parlementaires proposent de mettre en débat des idées fortes. Une grande loi de santé publique pour remplacer les lois Bachelot-Touraine, il serait quand même temps qu'on mette ça sur le tapis. Un plan de développement pour l'emploi et les formations des personnels médicaux et paramédicaux. On ne peut pas en rester dans cet état de souffrance qu'il y a dans les personnels de la santé. C'est quand même incroyable. Ils sont là, ils ont un métier pour justement soigner les gens et ils sont en souffrance permanente. Enfin, c'est une sécurité sociale du XXIe siècle, rembourser tous les soins qui sont prescrits à 100% et par la sécurité sociale. Arrêter avec cet éparpillement de mutuelles dans tous les coins qui coûtent un fric monde. Et aussi des cotisations qui soient plus justement réparties, qui permettent d'avoir des assiettes plus larges, de faire payer tous ces revenus qui viennent de la finance. Aussi, il propose un pôle public du médicament pour lutter contre le pillage de l'assurance maladie par les multinationales. Là aussi, aujourd'hui, on est contributaire de ce que veulent bien fabriquer ou pas, pour des raisons de rentabilité ou de profit, des multinationales du médicament. Et en plus, il y a une pénurie. Et il y a pénurie parce que, voilà, ça les a... C'est pas possible, ça, le médicament. Et enfin, pour ces questions des investissements, parce que ça a été dit, et c'est vrai, il faut des investissements particuliers pour les besoins qui coûtent cher, des hôpitaux. Il propose une mobilisation de la Banque centrale européenne pour financer à 0% ces investissements et dépenses de développement indispensables dans le système de santé. Voilà, donc c'est des questions à débattre. Moi, je crois qu'il serait temps que, par notre action, on pousse les parlementaires et les hommes politiques de tous bords à se saisir de ces questions et à participer à ce débat pour qu'on construise autre chose pour la santé. Merci madame. Bien, monsieur, madame Le Pape, on va vous passer la parole, mais il y a d'abord monsieur qui souhaite intervenir. Petite précision technique, parlez bien dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Hein. Oui, non, en fait, c'est pour ma femme. Oui. Pour votre épouse. Allez-y madame. Non, je voulais juste apporter un témoignage, en fait, puisqu'on a parlé d'urgence, d'accouchement dans les ambulances. Moi, j'ai eu un accident, personnellement, il y a quelques années. J'habitais pas à Rambouillet. Mon mari a appelé les pompiers, qui heureusement étaient à 5 minutes de la maison. Les pompiers n'ont pas pu me transporter, qui ont appelé le SAMU. L'hôpital était à 3 minutes de la maison. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été opérée immédiatement et le chirurgien le lendemain m'a dit vous avez eu de la chance, 20 minutes plus tard et vous seriez plus là. Donc si j'avais dû aller jusqu'à Versailles, jusqu'à Chartres, je crois que là aujourd'hui je ne vous parlerai pas.
Merci pour votre témoignage. Oui. Monsieur Espina, vous allez intervenir. C'est vrai que c'est important tout ce qui a été dit ce soir et à la fois les témoignages et puis il y a aussi des propositions et puis le constat assez sombre, hein, j'en reviens encore là-dessus. Je ne veux pas conclure cette soirée parce qu'on a encore 20 minutes pour échanger, dire, demander. Mais je trouve que c'est une réunion importante, intéressante, avec vos témoignages qui couvrent bien le champ de la santé et de la santé publique en particulier. L'hôpital va mal, c'est clair, mais en même temps, il y a des sources d'espoir, de possibilités d'avancer. C'est d'abord le personnel qui est dans cet hôpital qui se mobilise autant qu'il le peut pour rendre un service de la meilleure qualité possible, malgré les difficultés qui sont les siennes. Et il faut dire qu'à ce propos, qu'on ne mesure pas l'état de souffrance de ce personnel qui travaille, du médecin à l'aide-soignant, qui travaille dans des conditions très très difficiles. On a parlé de suicide de médecins, vous avez entendu ce médecin professeur qui s'est suicidé il n'y a pas très longtemps. Il y a ça comme atout, ce personnel qui est mobilisé. Il y a l'attachement très important que les gens ont à leur hôpital public. Nous en avons les témoignages constants quand nous allons en parler avec les gens. Ça, c'est un atout pour défendre cet hôpital. Il est en danger parce que les moyens qui sont attribués à l'hôpital public ne cessent de diminuer. On va pas revenir dans le détail, mais malgré ce que disent certains, la parlementaire, enfin la députée de la circonscription, en 2019, les moyens attribués aux hôpitaux publics vont diminuer de manière très importante. Et ce sont les raisons pour lesquelles ça fonctionne mal, on réduit les lits, on réduit voilà. Donc notre hôpital, il faut le défendre, c'est tout à fait important. Paul Cesbron est revenu sur l'importance de ces hôpitaux généraux de proximité, dans la bonne et beaucoup d'intervenants, Idrissa, il faut qu'on défende de toutes nos forces. On a pesé dans la bataille ces dernières années pour empêcher la fermeture de la réanimation, la réduction sensible des lits en cardiologie, la remise en cause du service d'orthopédie, même s'il est en difficulté aujourd'hui, mais il faut sans doute que l'on passe à un braquet supplémentaire parce que les actuels gouvernants veulent aller encore plus loin dans la réduction des moyens alloués aux hôpitaux publics. C'est, on l'a dit tout à l'heure, des milliards d'ici 2022 qui vont être supprimés aux hôpitaux publics si on n'arrive pas à inverser la tendance. Mais cette tendance, elle est inversable pour les raisons que vous avez dit les uns et les autres. Alors, pour être concret, notre hôpital à Rambouillet a des difficultés financières très importantes. Elles sont liées au mode de financement de cet hôpital, la T2A. On est parvenu là-dessus, mais les recettes ne permettent pas de correspondre à l'augmentation des coûts. Sur le fait aussi que notre hôpital est très endetté. Et cet hôpital a fait des travaux au début des années 2000, où il a été modernisé. Des emprunts ont été contractés, très lourds. Il y avait des emprunts toxiques ici, qui ont coûté très très cher, ça a été renégocié, mais la dette est importante et pèse lourd dans le budget de l'hôpital. C'est la raison pour laquelle notre collectif a lancé cette proposition. Nous en avons saisi les parlementaires, la direction de l'hôpital, l'ARS. On demande une subvention exceptionnelle de 10 millions d'euros, 7 à 8 millions pour résorber le déficit immédiatement, qui est de 8 millions, et puis 3 millions de crédits pour engager des travaux immédiatement urgents. Pour vous donner une idée, il pleut dans les urgences quand il pleut fort, ce qui est qu'un comble. Beaucoup de gens nous disent on a été très bien soignés, mais accueillis dans des locaux en mauvais état. Et alors il faut renouveler du matériel médical.